Nous avons marché pendant 110 jours, presque sans répit. Des vieillards ou des malades, incapables de marcher, gisaient le long de la route, ou étaient abattus par les gendarmes. Ils nous poussaient à avancer. Nous étions affamés. Ils ne nous permettaient même pas de boire. Dans un premier temps, les habitants d'Anatolie orientale sont déportés vers la ville d'Urfa. Et la population arménienne de Constantinople et des villages situés dans l'ouest de la Turquie vers Alep. Au départ de ces deux villes, le peuple arménien est essentiellement refoulé vers Der Zor, dans le désert de Syrie ou dans la steppe mésopotamienne. Le prétendu déplacement de population est une marche vers la mort, vers le néant. L'état des déportés était indescriptible. Ils se ruaient en masse sur les champs pour manger de l'herbe. Quand un chameau ou une autre bête de somme crevait quelque part, ils se jetaient sur elle et se battaient entre eux comme s'il s'agissait d'un trésor. Le gouvernement a sciemment cherché à faire disparaître le plus grand nombre possible d'Arméniens par des procédés dignes de l'Antiquité. Mais ces procédés étaient ignominieux pour un gouvernement qui se voulait l'allié de l'Allemagne. Cette besogne était non seulement accomplie par des Kurdes, mais le plus souvent par les gendarmes qui encadraient les convois de déportés, ou par des compagnies armées appelées Tchétes. Il s'agissait d'anciens bagnards qu'on avait uniquement remis en liberté pour qu'ils tuent des Arméniens. Des Kurdes et des bandits nous attaquaient, nous pillaient et enlevaient des filles ou des jeunes femmes. Je me souviens que ma belle-mère était enceinte. Ils l'ont tuée. Ils lui ont planté une épée dans le ventre, en ont sorti le bébé et se sont mis à rire parce que c'était un garçon. Ils l'ont jeté par terre. Non, je ne peux pas oublier ces images. À travers steppes et montagnes, la route conduit les déportés le long de l'Euphrate. Très peu de militaires allemands se risquent à sauver des Arméniens d'une mort certaine. En général, les arguments délirants de leurs alliés les remplissent d'un sentiment d'impuissance. Quand les Turcs assassinaient des hommes au cours de ces convois, ils se justifiaient en prétextant qu'ils devançaient les révoltes. Quand des femmes et des enfants étaient violés et enlevés, les Turcs prétextaient qu'ils ne maîtrisaient pas les Kurdes et les gendarmes. Quand ils laissaient les déportés mourir de faim, ils disaient que les difficultés de ravitaillement du convoi étaient telles qu'il leur était impossible d'en venir à bout.
Ma mère et mon frère étaient très malades. Alors nous les avons tout simplement abandonnés au pied d'un arbre. Ça n'avait plus d'importance. Ils seraient morts tôt ou tard. Après, une autre tragédie a commencé. Ils s'emparaient des jeunes filles. Beaucoup d'entre elles se sont enfuies et ont essayé de se cacher. Moi, j'ai fini par m'effondrer quelque part, toute seule. J'ai aussi vu beaucoup de filles à qui c'était arrivé se jeter dans l'Euphrate. Je n'ai pas fait ça. Le soleil avait presque disparu et j'étais toujours à terre. Alors j'ai pensé, bientôt il fera nuit et des loups pourraient venir me déchiqueter. Alors je me suis remise sur mes jambes et j'ai continué à marcher. La vérité, c'est qu'ils assassinaient les hommes, traînaient les filles dans des harems ou les emportaient chez eux comme esclaves, dérobaient les femmes et les abandonnaient à leur sort. Nous ne savions pas ce qui pouvait encore advenir. La persécution des Arméniens des provinces de l'Est était entrée dans sa phase ultime en juillet 1916. Le gouvernement turc avait mis son programme à exécution sans se laisser détourner, ni par nos admonestations, ni par celles de l'ambassade américaine et du nonce apostolique, ni par les menaces des puissances de l'entente, et encore moins par la crainte de l'opinion publique des pays occidentaux. Le Berlin-Bagdad comporte aussi des wagons à bestiaux pour le transport de chèvres et de moutons. Ces wagons sont divisés en deux parties, à mi-hauteur, de façon à pouvoir transporter le bétail sur deux niveaux. Les exilés étaient embarqués dans ces wagons comme s'il s'agissait de bêtes. Il leur était impossible de se tenir debout. Et comme les wagons étaient bondés, ils pouvaient à peine s'accroupir. Voilà les conditions dans lesquelles hommes, femmes, enfants, personnes bien portantes et malades, tous pêle-mêle, étaient transportés pendant des jours. Le Berlin-Bagdad, un projet stratégique de grande envergure dont le dernier tronçon relie Constantinople à Bagdad, est construit sous la tutelle des Allemands. Pour environ 100 000 Arméniens originaires des régions d'Anatolie occidentale, autour de Boursa et Izmit, il deviendra le moyen de transport infaillible vers la mort. Ceux qui ont assez d'argent seront même contraints de payer leurs billets. Tous les jours, on en expédiait des milliers par le train, y compris des personnes gravement malades. Les morts étaient tout simplement déchargés dans les gares. Oui, il arrivait aussi qu'on trouve des cadavres entre les gares, à même le Remblai. De retour en Allemagne, les ingénieurs du Berlin-Bagdad racontaient un tas de choses bien plus épouvantables. Ils disaient que des cadavres de femmes dénudées et violées s'amoncelaient sur le Remblai près de Tel Abyad et Rasulaïm. Beaucoup d'entre elles avaient un gourdin enfoncé dans l'anus. Le directeur d'exploitation du Berlin-Bagdad, un Suisse, me dit qu'il avait vu beaucoup de choses dans sa vie et qu'il s'était endurci, mais qu'il n'avait jamais imaginé que de telles choses soient possibles. On comprend dès lors pourquoi Djemal Pacha avait formellement interdit de photographier les déportés. Cette interdiction stipulait qu'il était interdit de photographier des Arméniens au même titre qu'il était interdit de prendre des photos dans une zone de combat sans y être autorisé. Quelques soldats allemands parviennent néanmoins à photographier la détresse des déportés pour en témoigner en dehors de la Turquie. Ces images bouleversantes attestent dans les moindres détails du premier génocide au XXe siècle.
Le plus terrible, c'était de voir cette masse d'enfants devenus orphelins croître de jour en jour. Sur les bords d'un camp, on leur avait creusé une rangée de trous recouverts de vieux chiffons. Ils étaient assis là-dessous, tête contre tête, des garçons et des filles de tous âges en guenilles, hagards comme des animaux crevant de faim, sans nourriture ni pain, privés de la moindre main secourable, et serrés tout tremblants l'un contre l'autre pour résister à la nuit glaciale. Leurs yeux d'enfants étaient insondables et creusés de souffrance. Mais ces regards fixes, obstinément muets, semblaient pourtant jeter le reproche le plus amer à la face du monde. Monsieur Holstein, le consul allemand de Mossoul, a raconté que certains tronçons de la route qui mènent de Mossoul à Alep étaient à ce point jonchés de mains d'enfants coupées qu'on pourrait en paver le chemin. D'autres réalités bien pires parfois que les quelques exemples que je donne se trouvent dans les nombreux rapports des consulats allemands d'Alep et de Mossoul. Les foyers pour enfants, les hôpitaux et les orphelinats des missions occidentales sont l'ultime lieu d'accueil des déportés. Les infirmières et les médecins tentent désespérément de sauver des vies, au moins celles des enfants rescapés de la mort. Rapidement, ils comprennent que la survie du plus grand nombre d'enfants représente la seule chance du peuple arménien. On ne peut passer sous silence les procédés utilisés par le gouvernement turc contre les orphelinats, écoles et hôpitaux, jusque-là entretenus par des associations allemandes et américaines pour venir en aide à la population arménienne. Jour après jour, les rares établissements qui ne sont pas encore fermés sont harcelés par les autorités qui menacent de déporter le personnel arménien, les élèves et les orphelins. Entre autres mesures similaires. Cette intention allait aussi de pair avec le fait que le gouvernement turc cherchait systématiquement à empêcher toute intervention secourable des missions, des sœurs de charité ou des Européens qui vivaient dans le pays. L'offre du gouvernement américain de transporter les déportés aux États-Unis sur des bateaux américains et aux frais des États-Unis a été rejetée. À l'époque, il a suffi d'un ordre laconique et sec pour que le gouvernement turc m'arrache les quelques 1000 enfants sous ma garde. Le train spécial qui me les a enlevés est la dernière image que j'ai d'eux. Ce jour-là, le voile des ténèbres s'est abattu sur eux et sur moi. Parmi ceux qui avaient vécu dans notre foyer, presque tous ont été tués, sont morts de faim ou portés disparus. Sur les 6 uniques survivants, 3 ont trouvé le chemin du retour. En ce qui concerne les autres, je n'ai eu que très peu de nouvelles. Mariam Bachi, l'estropié, est morte de faim. Le petit aveugle Levon également. L'aveugle Khatoun a, paraît-il, été noyé dans le Gulchik. Le Gulchik est un lac de montagne à proximité de Mezré, dans lequel des milliers d'Arméniens ont été noyés.